Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur l'atomisation de séchage et l'optimisation des paramètres de spray. Je me présente rapidement, je suis Marc Barillon, le chef produit de la gamme atomisation de séchage et encapsulation chez Buchy France. On va passer ensemble une vingtaine de minutes pour voir ensemble comment fonctionne un spray dryer et du coup comment est-ce qu'on pourra optimiser les paramètres de spray derrière. Ce qui est intéressant avec l'atomisation, c'est que c'est un peu une exception. On a fait le scale down de cette technologie, c'est-à-dire qu'elle a d'abord été développée à l'échelle industrielle, sur de très gros volumes, et dans un deuxième temps, on a cherché à essayer de trouver des moyens de pouvoir modéliser plus rapidement ce qui se passait sur un atomiseur industriel, et on a développé des systèmes de taille pilote, puis de taille paillasse, pour pouvoir faire en 1 heure un essai qui prendrait 2 jours sur une taille industrielle. Effectivement, comme je viens de vous le dire, l'atomisation est une technologie qui est largement utilisée en industrie. On va avoir 3 secteurs majoritaires qui vont l'utiliser, c'est pas exhaustif, hein, clairement, mais on va retrouver cette technologie beaucoup en agroalimentaire, beaucoup en chimie, beaucoup en industrie pharmaceutique. On va la retrouver autant sur des thématiques simples comme le séchage de poudre de lait par exemple, que en galénique où on va chercher vraiment à protéger un actif, à le mettre en forme derrière. Donc vraiment un scope d'utilisation très large sur cette technologie. Comment fonctionne un spray dryer? Sur un spray dryer qui soit de taille laboratoire ou de taille industrielle, on va avoir un fonctionnement qui va être globalement le même. On va avoir un aspirateur qui va créer une dépression dans tout le système. Cette dépression va aspirer de l'air à l'extérieur, donc dans le laboratoire, sur un système laboratoire. On va le chauffer à l'aide d'une résistance et on va faire circuler un courant d'air chaud dans toute la verrerie. Donc il va passer à travers un cyclone, puis un filtre là, et puis à travers le ventilateur avant d'être rejeté en extérieur. Parallèlement à ça, on va avoir un deuxième circuit de gaz. On va avoir une buse sur laquelle on va avoir une arrivée d'air comprimé, et parallèlement à ça aussi une arrivée d'un produit liquide. Le produit liquide va rencontrer l'air comprimé, être nébulisé en toutes petites gouttelettes dans un courant d'air chaud. Ça va sécher parce qu'on va vraiment augmenter la surface d'échange entre la particule qui sera dans la gouttelette et l'air chaud. Donc on va sécher très rapidement votre particule. Quand on va arriver à ce niveau-là, votre particule sera sèche. Elle va être récupérée par un cyclone. Par gravité, elle va descendre et le courant d'air va continuer en direction du ventilateur sans produit. Donc on a vraiment 2 circuits de gaz différents. Un qui est le gaz d'atomisation, qui va permettre d'atomiser, de nébuliser votre produit dans la tour, et un autre qui est un courant d'air chaud qui lui va permettre le séchage. Du coup, sur un atomiseur, les paramètres qu'on va pouvoir régler, il n'y en a pas 50 en fait. Vous allez avoir la température de séchage, qui va être indiquée ici, qu'on va pouvoir régler plus ou moins haute. Vous allez avoir la puissance de l'aspirateur, on va pouvoir lui demander d'aspirer plus ou moins de débit, donc de faire circuler plus ou moins d'air chaud dans le système. On va avoir le système de pompage qui va amener du coup la solution vers la buse. Sur certains atomiseurs, vous aurez un système de décolmatage, qui est un système qui va permettre, en fait, avec une aiguille, de venir perforer à une fréquence donnée la buse pour être sûr qu'on n'a pas de phénomène de colmatage à ce niveau-là. Et vous allez pouvoir régler aussi le débit du gaz d'atomisation. Ça, c'est, comme je vous disais, c'est le gaz qui va permettre de créer les micro-gouttelettes. En jouant sur ce paramètre-là, on pourra avoir un impact sur les particules qu'on va générer à la fin. L'atomisation, on peut se poser la question de dans quel but elle va pouvoir servir. Elle va pouvoir servir à faire du séchage de manière très simple. Elle va pouvoir servir à microniser un produit. Elle va pouvoir servir à encapsuler un liquide ou un solide. Elle peut servir aussi à changer la morphologie des particules qu'on va injecter à travers le système, ou elle va pouvoir permettre de faire de la granulation des agglomérats. Le séchage, c'est vraiment la transformation d'un liquide, d'une suspension vers une poudre. C'est l'application qu'on va trouver le plus en industrie. C'est vraiment un paramètre qui fonctionne. C'est par exemple comme ça qu'on va créer le café instantané. On va partir d'une extraction de café à l'eau, on va l'atomiser et récupérer une poudre derrière. La micronisation, le but c'est de partir d'une poudre qui a d'une granulosité un peu forte pour arriver à quelque chose de plus fin. Comment on va faire ça? On va prendre notre poudre qui est marquée A, on va la mettre en solution avec un solvant,
On va obtenir du coup une solution qu'on va sprayer, et à la sortie dans le spray dryer, on aura des particules qui seront plus petites que les particules de départ. C'est celles qui sont indiquées en E. Par exemple, si on prenait une fleur de sel et qu'on l'atomisait, on retrouverait du sel de table assez fin, comme on a l'habitude de l'avoir à la maison. L'encapsulation. Le but là, c'est vraiment de chercher à appliquer une couche de protection autour d'un solide ou d'un liquide. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va prendre soit notre liquide, soit notre solide, on va le mettre en solution où on va créer une émulsion avec un polymère qui va avoir tendance à venir se mettre autour du produit qu'on cherche à encapsuler lors du séchage. Globalement, comment ça va se passer? On va se retrouver avec une gouttelette avec le produit qu'on cherche à encapsuler. Une fois qu'on aura créé notre suspension, on va avoir le polymère qui va venir englober ce produit d'intérêt. Et au fur et à mesure du temps, quand il va sécher, on va se retrouver avec, en ayant plus d'eau à l'intérieur, et effectivement le polymère qui entoure notre produit. Un exemple d'application de ça, ça peut être par exemple pour encapsuler une huile essentielle, on va utiliser pour ça de la maltodextrine par exemple, et on va se retrouver avec une coque de maltodextrine qui va venir vraiment enrober la gouttelette d'huile essentielle qu'on aura produite grâce au spray. La modification de la morphologie d'une particule. En fait, en fonction de la manière dont on va sécher un produit, on aura une influence sur les particules finales qu'on va générer. Par exemple, la vitesse de séchage, la rapidité en fait à laquelle l'eau va se diffuser à travers la gouttelette et à travers les particules pendant le séchage va jouer sur la forme des particules finales. Euh, c'est un peu ce qui est illustré à cet endroit-là. Là, vous avez votre gouttelette. En fait, quand on va commencer à sécher, en général, le produit va venir se mettre à l'extérieur de la gouttelette et l'eau va continuer de diffuser à travers ce produit-là. En fonction de si on sèche très vite ou pas le produit, on risque d'avoir des particules qui auront des morphologies complètement différentes. Là, on a par exemple des particules bien sphériques avec des petits satellites, et là, vous avez des choses complètement désintégrées, des choses qui sont effondrées, voilà. Donc, différents types de particules créées. La granulation et l'agglomération, le but, en fait, c'est de coller des particules entre elles. Comment on va faire? On va simplement prendre notre produit d'intérêt, notre produit qu'on cherche à sprayer, on va le mélanger avec un polymère, on va le remettre en solution, on va sécher le tout afin d'obtenir une poudre bien agglomérée. Là, on a un exemple sur la photo d'une poudre qui est superbement agglomérée, de belles formes cristallines qui ont été finalement collées ensemble. Après avoir vu rapidement comment utiliser le spray dryer, maintenant on va se poser la question de quels sont les points sur lesquels on va pouvoir jouer pour optimiser nos paramètres de spray. On l'a vu tout à l'heure, sur les paramètres qu'on va pouvoir régler, il n'y en a pas 50. Effectivement, on retrouve les températures d'entrée, les débits, tout ce qu'on a pu voir ensemble au début. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces paramètres-là, ils vont avoir un impact direct sur d'autres paramètres qu'on ne peut pas régler directement. Ainsi, tous ces paramètres qu'on a vus ensemble auront un impact direct sur la température de sortie, sur l'humidité finale du produit, sur la taille des particules qu'on va générer, ainsi que sur leur morphologie. Et tous ces paramètres-là, clairement, ce n'est pas des choses sur lesquelles on appuie sur 2-3 boutons pour pouvoir les régler sans se poser plus de questions que ça. Là, vous avez un schéma qui va vous permettre de pouvoir visualiser rapidement les différents aspects sur lesquels il va falloir jouer pour obtenir un résultat précis. Si vous focalisez sur l'humidité dans le produit final et que vous voulez la faire baisser, vous allez voir les flèches qui baissent et là où il faudra travailler. Là où on aura le plus gros impact, ça va être celui-ci. Ça va être de passer de l'eau à un solvant organique. En fait, c'est assez logique. Si vous avez de l'acétone à sécher dans votre spray dryer, toujours avec une boucle d'inertage par contre, attention, plutôt que de l'eau, clairement, vous allez sécher votre produit beaucoup plus rapidement. Donc, l'humidité finale dans le produit sera plus faible. Si vous jouez sur l'aspirateur, plus vous allez aspirer d'air à l'extérieur, plus vous allez amener d'air chaud, plus vite le séchage va se faire. Donc votre humidité finale sera plus faible. La température inlet, de la même manière, si on chauffe à 220 degrés, qui est la puissance maximum de l'atomiseur de paillasse, si on chauffe à 220 degrés, clairement on va sécher plus rapidement les particules, donc on aura moins d'humidité au final. Ce qui est intéressant, c'est ces deux points-là, le feed rate et la concentration à solide. En fait, le feed rate, c'est vraiment le débit d'alimentation en produit dans le spray dryer. On comprend que plus on va augmenter ce débit d'alimentation,
plus on va envoyer d'eau ou de solvant dans le système, plus il sera difficile pour le système de le sécher. Parallèlement à ça, ce qui est intéressant, c'est que la concentration en solide, elle va avoir un impact important aussi. Si vous avez 50% de matière sèche dans votre solution de départ, forcément, en réalité, on va envoyer moins d'eau que si vous aviez 1%. Donc effectivement, ces deux paramètres-là, en général, on va les utiliser et les analyser en parallèle. Vraiment, l'un a un impact direct sur l'autre. Et l'impact global, c'est combien d'eau on va envoyer dans le système. Avant de chercher à optimiser tous les paramètres, il y a certains points sur lesquels il faudra réfléchir. Ça va être les limitations du système. Un système de paillasse n'a pas les mêmes capacités qu'un système industriel. Par exemple, si votre but c'est d'augmenter la taille de particules, il faudra savoir que les limitations de notre système, ça sera les suivantes. On va pouvoir faire des particules entre 1 et 25 microns. Si vous voulez faire du 300 microns avec notre système, c'est physiquement impossible parce que la tour de séchage qu'on a sur notre système reste petite. Et la taille des particules, elle va être aussi fonction du temps de séjour des particules dedans, et de la taille des gouttelettes qu'on pourra sprayer, et de la capacité de séchage du système. Donc clairement, si votre but c'est de faire de très très grosses particules, on ne pourra pas faire ça avec un système de paillasse. Pour autant, on pourra faire une étude et avoir une estimation de ce qu'on aura sur un système industriel derrière. Dans les autres paramètres à ne pas oublier, il y a la température de transition vitreuse de vos produits. Si votre but c'est de sécher par exemple du fructose dans un spray dryer, le fructose il a une température de transition vitreuse à 13 degrés, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Il faudra jouer sur la formulation dans ces cas-là. Typiquement, si vous avez un résultat qui ressemble à ça, dans votre spray dryer à la fin du spray, c'est que probablement vous avez passé la température de transition vitreuse. Donc la température de transition vitreuse, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir l'améliorer? En général, on va jouer sur deux points. On va chercher à faire descendre la température out du spray dryer jusqu'à un certain point. On ne va pas descendre à 50 en sprayant de l'eau. Ça va commencer de partout, le produit ne sera pas sec. Mais effectivement, on va essayer de se focaliser entre 60 et 80 degrés à peu près en température de sortie. Et après, on va pouvoir jouer sur la composition du produit. C'est-à-dire que si effectivement j'ai du fructose à passer, je vais peut-être essayer de mettre un deuxième sucre qui a une température de transition vitreuse beaucoup plus haute, qui aura tendance un peu à le protéger. On verra ça dans la slide suivante. Pour illustrer ce que je vous disais avant, on va prendre l'exemple d'un jus d'orange. Il a effectivement, comme on l'a vu, une température de transition vitreuse à 13 degrés. Donc effectivement, on va avoir tendance à ajouter un agent qui va être encapsulant, qui va venir le protéger pour qu'on puisse obtenir une poudre non collante. Là, par exemple, vous avez le cas d'une photo d'un jus de fruits, d'un jus d'orange qui a été passé sans aucune quantité de maltose extrait. On voit que le produit, il a collé de partout et on n'a rien récupéré dans le flacon. Donc, dans 50 ml de jus d'orange, regardez, quand on ajoute déjà seulement 2 grammes de maltose extrême, on se rend compte que ça colle quand même déjà un peu moins et on a un tout petit peu de poudre. 3,6 grammes. On a quasi plus grand chose dans le cyclone. Et le pilulé, là, est bien plat. 5 grammes, on a un produit qui ne colle plus du tout, ce qui est là pourrait presque être décollé en tapotant dessus, on pourrait récupérer la totalité du produit. Un autre point qu'il faudra considérer effectivement, ça va être la thermosensibilité d'un produit. Typiquement, si vous voulez sécher une bactérie, ça peut poser un problème avec un séchage direct. Certaines bactéries sont capables de tenir des températures de l'ordre de 70 degrés pendant quelques secondes et de survivre. Les lactobacillus, généralement, c'est le cas. Ça ne sera pas forcément le cas de toutes les bactéries. Donc dans ces cas-là, il faudra peut-être aussi adapter sa formulation pour pouvoir trouver un produit qui lui amène une couche de protection, je dirais, pour que le séchage puisse se passer au mieux. Pour autant, il ne faut pas se dire que la température de thermosensibilité d'un produit est égale à la température inlet du spray dryer. Je m'explique. En fait, quand vous allez avoir votre particule qui va être sprayée, qui va être dans la tour de séchage, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être protégée en fait par l'évaporation du solvant. Ce qui se passe réellement, c'est qu'on a une remontée de la température de la particule
vraiment sur la fin du séchage. Une fois qu'on n'a plus d'eau pour protéger cette particule, c'est à ce moment-là que la température de la particule va remonter. Ce qui veut dire que concrètement, sur votre spray dryer, quand vous allez regarder, vous allez vous focaliser essentiellement sur la température out. Parce que là, à cet endroit-là, votre produit il est sec. Donc à cette température out, c'est la température à laquelle vous exposez votre produit. Et il faudra considérer en plus de ça que le temps à laquelle votre particule va être exposée sera de l'ordre de 1 à 1,5 secondes, et pas plus. Après, il va passer dans le cyclone et là, la température, elle va déjà redescendre. Rapidement, concernant le scale-up de ce que vous avez pu faire en laboratoire. Il faut comprendre que effectivement, l'échelle du laboratoire est le pire des scénarios pour développer une formulation. Ce qui veut dire que, à contrario, si vous développez la formulation sur un système laboratoire, vous êtes sûr qu'elle passera sur n'importe quel tour d'atomisation industrielle. Pourquoi? Parce que sur un système de laboratoire, le temps de résidence des particules dans la tour de séchage est très faible. Effectivement, la tour, elle va faire 1 mètre de haut, quand sur un atomiseur industriel, la tour la plus haute que je connaisse fait 96 mètres de haut. Donc effectivement, le temps de séjour va vraiment être différent. Sur un atomiseur de paillasse, les rendements ne sont pas exceptionnels. Si vous arrivez à 70, 80% de rendement avec votre ato, c'est que votre manip elle a bien fonctionné. Par contre, quand vous allez transférer cette formulation à l'échelle industrielle, vous aurez 95% de rendement, voire peut-être même un peu plus. Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la courbe de granulosité que vous allez obtenir sur un atomiseur de paillasse dépend vraiment de la taille de la tour de séchage et de la bulle. Ce qui veut dire que sur notre système, si vous avez une granulo qui est centrée aux alentours de 10 microns, mettons, quand vous allez transférer ça à l'échelle industrielle, vous serez probablement sur la médiane de la granulosité que l'atomiseur industriel est capable de fournir. Je ne peux pas vous dire que, voilà, si vous partez, vous avez 10 microns sur notre système, vous aurez 100, 150, 200 microns sur un industriel, parce que vraiment, ça dépendra du design de la tour industrielle. Et là, il n'y a pas de transfert direct. Voilà, ce webinaire touche à sa fin. Je reste bien entendu disponible pour vos questions. Le but a été vraiment de pouvoir brosser les grandes lignes de comment faire pour optimiser ces paramètres de spray. Si vous avez besoin de plus de renseignements, de plus de conseils, n'hésitez pas à contacter Buffy France et on vous donnera mes coordonnées, il n'y a pas de souci.